Enlèvement du chef de file de l'opposition, manifestation monstre, répression, intervention de l'armée, sanctions de la CEDEAO, installation d'une transition. L'année 2020 n'aura pas été de tout repos pour le peuple malien. Ayant décidé de prendre son destin en main, les forces vives du Mali sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la transition, installées sous le regard de la communauté ouest-africaine. Mais très tôt, des indices et des actes parfois ont montré que tout n'était pas aussi rose. Contrôlé par l'ex-junte, la transition peine à convaincre certains politiques et analystes. Ces derniers qui, pour certains, commencent à donner de la voix, dénoncent des modes de désignation opaques dans plusieurs organes de transition. D'autres ont préféré déposer le tablier, comme l'imam Diarra, pour ne pas être comptable plus tard de ceux qui se trament aujourd'hui. Y a-t-il effectivement des reproches à faire à la transition au Mali? Le pays en proie au terrorisme n'a-t-il pas besoin que des militaires soient impliqués dans sa gestion afin de le stabiliser? Mali, maintes dénonciations d'une militarisation de la transition, les militaires et le peuple toujours en phase, c'est la question trame de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui pour en parler, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous, sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Ousmane Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Convention pour la Renaissance Faso Nietaga. C'est un parti politique donc ancré au Mali et qui a l'habitude de participer au débat public. Ousmane Ndiaye, ma première question est pour vous, vous qui étiez au premier rang donc de la mobilisation. Comment et pourquoi est née cette insurrection? Oui, bonjour, Monsieur Jonas. Johannes, tout d'abord, mes meilleurs vœux à vous, à tout le monde, à toute l'humanité. L'année 2020, globalement, a été particulièrement difficile à cause de cette pandémie qui, en plus encore, les difficultés économiques. Donc, j'espère que 2021 va nous ouvrir plein de bonheur à chacun, à tout le monde, nos meilleurs vœux. Bon, la question que vous posez, exactement, je fais partie des membres fondateurs de M5, parce qu'avant M5, il y avait quand même des mouvements de contestation. Le parti dont je gère depuis 2009, 11 ans, nous avons été inscrits dans la logique de l'opposition politique. Opposition à quoi? Opposition à un système qui quand même est là depuis 92. Donc, avec ces cortèges de difficultés, en 2012, il y a eu l'intervention militaire 100% coup d'État militaire. En 2020, le peuple était dans la rue. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, sans l'implication et manipulation extérieure. Parce que la différence entre 2020 et 91, c'était un peu l'avènement de la démocratie, où partout il y avait quand même la France derrière pour pousser. Et cette fois-ci, les Maliens sont sortis pour exprimer la colère. L'école ne marche pas, la santé ne marche pas, l'armée ne marche pas. C'est pourquoi l'armée n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle on a tous ces problèmes dans le nord du Mali. Donc on viendra dans les détails. Donc 2020 n'a pas été facile, ça a été trop chargé sur le plan socio-politique, économique, mais c'est quand même la résultante de toutes les difficultés des 30 ans de gestion qui ont abouti à cela. Donc maintenant, la suite, on viendra exprimer. Voilà, Aimé Tchefa, sitôt installé, un conseil national de transition a donc déclenché une nouvelle levée de bouclier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, on va dire, les militaires ont quand même été longtemps applaudis quand ils sont intervenus pour, on va dire, matérialiser cette volonté de changement donc du peuple? Qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui s'est passé ces quelques semaines-là pour que visiblement il y ait de plus en plus de voix aujourd'hui qui se lèvent et qui disent là où nous allons ce n'est pas bon? Merci. J'achète une partie de la déclaration de Ousmane Ndiaye en face de moi qui dit en fait que 2020 c'est pour la première fois que le peuple malien
de son propre chef et de son propre gré, prend donc l'initiative de tomber dans les rues de façon assidue et soutenue pour pouvoir obtenir le départ d'un chef d'État. Donc on peut dire que c'est loin du fait que ce soit un simple hasard, mais beaucoup plus l'aboutissement d'une lutte pacifique du peuple dont l'armée a profité pour pouvoir s'exprimer de cette façon-là, sans effusion de sang. Alors, cela doit pouvoir simplement expliquer que la volonté populaire est très forte et que le peuple a un certain nombre d'exigences sur lesquelles il voudrait rester intransigeant. Et quand on fait le point, c'est qu'en fait, le peuple n'a pas vu tout de suite de signaux lui permettant de comprendre que la junte au pouvoir a compris en fait ses exigences et ce qu'il est en train de désirer depuis longtemps. Visiblement, je dis visiblement, on peut dire que le peuple n'a pas été satisfait. En fait, les signaux dont nous parlons, c'est que, au fond, je voudrais tout de suite m'appesantir sur 3 indicateurs qui ont valeur de goulot d'étranglement. Le premier, parce qu'en fait, il faut s'intéresser à la charte de la transition pour comprendre les esprits de part et d'autre, les idées et les velléités de part et d'autre. Souvenez-vous, il y a eu un long processus devant aboutir rien que sur la durée de la transition. Les militaires, en fait, voulaient 2 ans. Vous savez très bien que toute transition qui va au-delà d'une année n'en est pas une réellement. On a dit transition. Vous prenez par cette étape pour aller là où vous devez aller. Alors, vous n'allez pas attendre là tout le temps. À mon avis, une transition qui va au-delà d'une année n'en est plus une réellement. Alors, ils ont tergiversé tout le temps et finalement, c'est 1 an et demi. Or, la CEDEAO, au départ, avait même proposé 6 mois de transition. Alors, si la durée de la transition était autour de 6 mois, 9 mois, ou plus une année, le peuple, peut-être, pourrait prendre cela en son compte comme voici des gens qui comprennent ce dont nous sommes en train de parler. Ensuite, le train de vie de l'État. Disons, depuis où, si vous voulez, nous allons prendre comme référence septembre, d'accord? Depuis septembre pratiquement jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le peuple malien ressent de façon significative une réduction du train de vie de l'État malien? A priori, je ne crois pas. Je reste prudent en disant a priori. Donc, le peuple n'a pas vu de signal à ce niveau-là. Et ensuite, la nomination des membres devant donc appartenir aux différents organes devant implémenter la transition. Il me semble que visiblement aussi, le peuple ne voit pas un certain nombre de critères, rien que sur la base de la transparence, de la neutralité, de la compétence des gens qui sont désignés, et donc désignés de fait parce qu'on leur fait confiance et on ne doute pas de ce qu'ils ont toutes les capacités pour faire un bon travail. On a l'impression qu'en fait, qu'il y a une sorte d'accointance au sommet de l'État pour que chacun vienne chercher sa part. Alors, c'est pour cela que pendant qu'on est en transition, des grèves sont observées. Il y a encore des soubresauts, on continue par chuchoter, on régimbe, et puis on a l'impression que les attentes du peuple jusque-là ne sont pas encore comblées. Mais je reste objectif en disant qu'on ne peut quand même pas combler les attentes d'un peuple, des attentes de cette hauteur, en 1 ou en 2 mois. Soyons aussi sincères. Voilà. Alors, Ousmane Ndiaye, quelle est votre lecture de la durée de cette transition-là? Non, moi, je pense que, comme M. Tchefa vient de dire, moi, le problème, ce n'est pas la durée de la transition. C'est la façon dont on va mener la transition. Cette transition, déjà, elle est contestée. Pourquoi? Parce que quand moi, je sortais le 5 juin, en tant que manifestant, en tant que leader politique, j'ai appelé à descendre dans la rue pour demander la démission de Ibeka à l'époque. Parce que quand on demande la démission d'un pouvoir, quand même, il faut s'assumer. Ce jour-là,
je me disais quand même, si j'arrive à pousser jusqu'au bout, c'est l'armée qui viendra achever le travail. Et quand on va dans la rue, en tant que civil, manifestation pacifique, comme il a dit, on défend des idiots, on revendique, puisque avec Ibeka, rien n'allait, on est sûr. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau du tout, les 7 ans qu'il a fait, il était même venu en 2013 comme espoir de tout le monde. Moi, je l'ai même dit que c'est la première fois dans l'histoire du monde que le monde entier soutienne quelqu'un et qu'il échoue. C'est vrai que là, j'ai été toujours opposé à Ibeka depuis qu'il était à la primature, depuis qu'il était à l'ADEMA. Mais quand on comptait sur l'armée, la façon dont l'armée est venue, c'est ce qui a mis les doutes d'abord pour nous, les leaders politiques. Nous n'avons pas été concertés, nullement, ni officiellement. Il a parlé de quoi? Il parlait tout de suite de la charte de la transition. Mais il n'y a pas eu de charte. Ils ont fait un document dans tous les sens et j'ai appelé personnellement à boycotter les assises du 6, le 6 septembre. Le 5, le 6 septembre, on a fait des assises pour venir valider, comme cette charte-là. Oui, les documents, ils ont même dit la validation des textes de tout. Tout à fait. J'ai concerté mes camarades, je l'ai dit, n'allez pas, c'est un piège. Ils sont allés, quand ils sont allés, puisqu'il y a eu l'applaudissement dans la salle, les militaires ont dit que ce qu'ils ont proposé a été acclamé. Acclamé. Or, moi, je n'étais pas. J'ai appelé les amis qui ne sont pas allés, mais d'autres sont allés dans le but de dire que, de ne pas faire la politique de chaises vides. Ils s'attendaient peut-être à des commissions pour discuter du contenu. Discuter, en même temps aussi, ils pensaient que quand ils allaient discuter, on pourrait entendre la responsable. Non, ils partaient dans l'idée que là, c'est nous qui allons gérer la transition, on va nous confier les choses. Même Choguel, moi, je le parle comme ça, vous m'excusez, je l'ai accusé comme ça parce que Choguel a appelé, aller valider un document qui, au fait, il n'y avait rien dans le document. Parce que quand on lit les documents, les trucs de transition, il n'y a rien dedans. Par rapport aux efforts qui ont été faits pour déposer, et que là, 30 ans de souffrance quand même. 2012, ça a été mal géré. On a bricolé les choses en 12 mois, quelque chose comme ça. C'est pourquoi moi je dis souvent, ce n'est pas la durée. Il faut être efficace seulement de ce qu'on donne. Vous avez dit, on a obtenu 18 mois pour le faire. De septembre à maintenant, on n'a rien fait. Bon, est-ce que là, on peut déjà régler l'essentiel pour aller à des vraies élections? Parce que si on ne va pas aux vraies élections, dans le sens du terme, on va amener quelqu'un, parce que c'est ce que je comprends sur les militaires. Et je vous dis aujourd'hui que les militaires aussi ont pris goût déjà, et c'est ce qui va tout dénaturer. C'est inquiétant, c'est dur, c'est dur, c'est plus inquiétant qu'on imagine. Bon, si jamais parmi eux, parce que là, ils sont en train de voir qui sera le candidat et ils vont le soutenir, comme ils l'ont fait en 2013. L'armée s'est ralliée derrière Ibeka. Ils l'ont aidé avec tous les moyens. Bon, après, maintenant, ce sont eux qui se sont retournés parce que rien n'est réglé. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. La durée, c'est pas ça le problème. C'est pas un problème. Même si moi, je préfère qu'on dise même qu'on a 2 ans de transition, mais au moins qu'on arrive à évaluer l'essentiel, parce qu'on ne va pas aller avec des fichiers bâclés, après on va contester les élections, après le problème de sécurité n'est pas réglé, il y a aussi d'autres problèmes, l'économie, tout. Donc avec ça quand même c'est mal parti et je crois que personne n'est d'accord avec eux et la plupart ce sont des gens aussi qui sont allés les dérouter, qui sont en train de récupérer, sachant pensant que peut-être après la transition ils vont peut-être récupérer les pouvoirs et tout. Donc les militaires sont déjà piégés. Depuis le moment déjà, ils ont choisi eux-mêmes le président parce qu'ils n'ont choisi avec personne. Nous sommes quand même partie composante du mouvement. Si nous avons... Vous auriez aimé être consulté pour la désignation du président de la transition? Ah oui, non, c'est pas... On devrait l'être parce que quand on est acteur politique, nous avons mené la lutte au sein de M5. Bon, maintenant, ce qui a trompé les militaires, et même ce qui a trompé Ibeka, c'était quoi? Ils pensaient que M5, c'était les Choguel, les Muntaka qui sont leurs alliés. Ils pensaient que c'était le truc. Mais les M5, c'était la colère populaire. Donc, en ce moment, il fallait faire des vraies assises pour discuter tout. Ils ont choisi le président, ils ont mis la vice-présidence qui n'existe nulle part, qui est même en contradiction avec la Constitution. Le Mali n'a jamais connu de vice-président. Bon, vice-présidence, président,
tout ça, c'est militarisé, parce que c'est un ancien militaire qui est là, un militaire en retraite, donc le vice-président, c'est un militaire, le président du CNT, c'est un militaire. Donc maintenant, c'est inquiétant, ça a dénaturé la lutte du 5 juin, parce que c'était quoi? C'était de retrouver la justice, c'était de retrouver, mettre le Mali sur les rails et tout. Mais nous nous éloignons de l'objectif, donc la transition, c'est déjà un échec pour nous. Alors, le Conseil national de transition est donc dirigé par le colonel Malik Diao. On parle d'un organe qui servirait de parlement, puisque l'Assemblée nationale a été dissoute dans la foulée de l'arrivée au pouvoir donc, de la junte. Un Conseil national de transition qui compte 121 membres censé faire des propositions pour régler les problèmes. Est-ce que, selon vous, cet organe-là n'aurait pas dû être un organe purement technique, avec des compétences pour parler de loi électorale, par exemple, de constituante, d'écrire des textes, plutôt qu'un organe où on retrouve quand même encore des militaires et avec un nombre assez important? Non, au fond, il faut dire que tel que le CNT est constitué, à mon avis, cela n'est pas le vrai problème. C'est peut-être une difficulté de façade. Mais à l'intérieur, au fond, est-ce que cet organe fonctionne effectivement? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dysfonctionnement? Quel est le cahier de charge de cet organe et de cet organe? Les animateurs qui l'animent, est-ce qu'ils ont vraiment une conscience pure et nette de leurs responsabilités et surtout de leurs devoirs patriotiques? Les moyens pour cet organe de fonctionner, comment ces moyens-là sont mobilisés, qui les met à disposition? Et est-ce que surtout la justice, la transparence, l'équité et l'égalité, est-ce que toutes ces valeurs-là sont réellement respectées à l'intérieur du CNT, qui au fond, vous l'avez rappelé, doit jouer le rôle de l'Assemblée nationale? Donc en fait, fabriquer des lois surtout pour l'avenir. Parce qu'en fait, c'est du travail que fait le CNT. C'est de ce travail-là, en fait, qu'il faut partir comme insistant pour pouvoir élaborer la nouvelle constitution malienne au besoin. Donc, vous voyez, à mon avis, en fait, c'est la cheville ouvrière et la responsabilité la plus sensible de la période transitoire. Honnêtement, moi, ça me pose déjà un problème qu'il y ait un militaire à sa tête, qu'il y ait plutôt un civil rompu à la tâche, expérimenté, averti des questions de droit, de liberté, de démocratie, des difficultés liées au fonctionnement de la démocratie malienne, tout ce qu'ils ont accumulé jusque-là, et aussi surtout tout ce qui a constitué d'énormes difficultés en matière de progrès démocratique. Lorsque vous n'observez pas tout cela, lorsque celui qui en fait chapeaute cette institution n'est pas une émanation de tout cela, et que à la tête des institutions clés et partout vous voulez voir les militaires, on commence par avoir un avis réservé, on commence par être un peu dans le doute, on commence par se poser des questions. Bon, maintenant, je voudrais quand même rappeler, la transition a fait à peine 3 mois. Je comprends que Ousmane Diaye soit vraiment pressé de voir son pays évoluer. Et ça, c'est sa fibre patriotique. Hein. Mais tous les problèmes que le Mali a et qui l'ont amené là ne peuvent pas être réglés en 3 mois. Moi, je crois que nous pouvons encore donner au total 6 mois à la transition. C'est-à-dire, puisque une transition qui est partie pour 1 an et demi, nous pouvons l'observer pendant 6 mois et maintenant commencer par faire réellement nos idées de cette transition-là. Parce qu'en fait, ceux qui se chargent de la transition, ceux qui sont en train de la mener sont des Maliens. Ils ont des oreilles et ils écoutent. Ils ont une conscience. Et je leur donne le crédit qu'ils sont des patriotes. Alors certainement, ils sont en train de balbutier parce qu'ils sont au début. Et tous, en fait, ne sont pas des acteurs politiques. Beaucoup de militaires ne sont pas d'acteurs politiques. Et qu'après 6 mois,
ils pourront réellement faire l'inventaire de là où ils sont et de là où ils veulent aller. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais moi, ce que je voulais ajouter quand même, attention, parce que ce qui est inquiétant, moi, j'ai les informations de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de nominations, des préfets, de sous-préfets, qui sont des militaires en fonction. Moi, c'est ce que j'ai toujours... parce que le Mali est le seul pays où, en tout cas à mon avis, à ma connaissance, dans la sous-région, dans les autres pays, où on a un militaire en fonction qui est nommé dans le gouvernement. J'ai toujours dit que c'était pas. Je ne sais pas si ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas, c'est inquiétant. Parce que moi, en tant qu'homme politique, je travaille sur l'anticipation. Vous avez donné des crédits. Moi, depuis le 18 août, avec pas mal de Maliens qui sont avisés, on commençait déjà à douter. Parce que là, on ne peut pas quand même venir en tant que militaire, avoir le goût de prendre tout. C'est ça le problème. Parce que je dis, le problème a été déplacé. On devait régler le problème de l'injustice, la corruption et tout. Comme je l'ai dit, quand j'ai sorti les scènes, j'ai toujours dit que l'armée viendra achever. Mais la façon dont l'armée a achevé, ça a compliqué la suite. Nous, on ne va pas attendre. On a 28 ans de retard déjà. Depuis 92, nous sommes dans les retards. Sur ce temps-là, il y a eu quand même des coups d'État. Si 2012 avait été bien géré, la CEDEAO s'est infiltrée pour tout dénaturer là aussi. Si c'était bien géré, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui. Bon, si cette transition échoue encore, dans 5 ans encore, les Maliens dans la rue, on ne va pas attendre chaque 5 ans pour descendre dans la rue. Il faut qu'on règle une fois pour toutes. Parce que nous souffrons parce que il faut voir, il n'y a pas l'école depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'y a pas l'école. 3 ans de grève au Mali, il n'y a pas d'école. Mais on ne dit jamais ça. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien comme infrastructure dans ce sens-là. Il faut aller voir l'état des routes au Mali. Ce n'est pas parce que je viens d'exposer que je le dise ou pas. C'est déjà là. C'est ce que j'ai dénoncé depuis toujours. C'est pourquoi je suis toujours resté à l'opposition. Sinon, cette transition, moi personnellement, j'avais la possibilité, en tout cas, de m'insérer quelque part. Quand ils ont fait le truc, nous leur avons dit, si vous pouvez, parce que quand on a discuté avec eux, et même ils ont dit, quand je dis, faites attention, personne n'admettra à ce que les militaires... Ils ont dit, ouais, c'est le peuple qui nous réclame. Je dis non, le 5 juin, vous n'étiez pas là. Il fallait sortir avant le peuple. Mais maintenant, je pense que vous devez achever ce que le peuple a commencé, mais pas entraver ce que nous sommes. C'est cette façon de mener, ça entrave. Parce que moi, la façon dont je vois déjà qu'on est en retard, comme vous venez de le dire, moi je souhaite qu'on avance, qu'on dise encore plus. Quand on parle de Mali, ce n'est pas les militaires dans la rue, ce n'est pas les djihadistes. Non, je veux que quand on parle de Mali aussi, comme avant tout ça, on voit quand même de l'espoir, là où les gens peuvent se rendre. Moi, souvent, quand les gens me demandent « Et le problème au Mali, ça va ?» Je dis « Oui, ça va. » « Ça va ?» « Oui, ça va. » Voilà. Alors, pourquoi avoir refusé de participer au CNT? Que reprochez-vous concrètement? Moi, j'ai refusé. Pas le CNT. Le problème, ce n'est pas le CNT avant le CNT. Le CNT est venu après. Tout à fait. Le CNT est venu après. Et on savait déjà, moi je savais depuis avant le CNT que le président allait être le colonel Diao. Donc, ils ont aussi leur agenda. Et qu'est-ce qui a facilité ça? Quand je vous dis, la nuit du 18 août, il y avait des leaders déjà qui s'étaient allés au camp militaire. Au lieu que l'armée vienne vers nous, ce sont les gens qui sont sortis dans le lot pour aller vers eux. Notamment, ils ont tout travaillé avec Diko. Ils travaillent aujourd'hui avec Diko. Ça, tout le monde le sait. C'est Diko qui tient quand même... Bon, comme j'ai eu à le souligner, s'ils font confiance à Diko, ils peuvent aller avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais le peuple est là. La souffrance du peuple est là. On ne va pas attendre 6 mois, 2 ans encore pour le truc. Quelqu'un qui n'a pas mangé, qui ne voit pas son enfant aller à l'école depuis 2 ans. Lui, il ne va pas attendre 6 mois. Non, le but, c'était quoi? Si nous avons dit il faut faire partir IBK, cette fois-ci avec la volonté populaire, c'était pour faire des vraies assises. Si les assises étaient quand même des assises bien organisées, avec l'intention d'associer des gens qui sont compétents, avec tout ce que nous devons faire, il y a beaucoup à faire. La notion, c'est pourquoi je leur dis, il ne faut pas jouer avec la notion de l'État. Il faut voir ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec Dadis. Il faut voir votre aîné Sanogo. Mais maintenant, il y a le goût aussi pour ces gens-là. Ça, il faut qu'on soit sincère. Ils ont le goût du pouvoir. Et puis, c'est très grave quand un militaire prend le goût. Alors, aujourd'hui, les nouvelles autorités, on le sait, n'ont que 18 mois pour honorer les engagements pris, notamment devant la CEDEAO.
réformer le système électoral, organiser des élections, élaborer une nouvelle constitution et rendre le pouvoir à des civils élus. Est-ce que cet agenda ne nécessite-t-il pas aussi de composer avec des gens qui ont la confiance et donc ne pourraient pas expliquer l'appétit des militaires à positionner les leurs à tous les postes, quasiment? Dans votre question, le mot appétit me pose un peu de problème. Ça, c'est vrai. Et ensuite, le mot confiance me pose aussi un peu de problème. Au fond, pour moi, je dis, je comprends Ousmane Ndiaye, c'est un bon Malien. Et il est préoccupé par le développement de son pays. Et c'est un bon acteur politique. Ça, je n'en doute pas. Mais au fond, quel est le rôle réel d'une transition? C'est tout comme si nous avons un train, nous sommes en train de voyager, le train a déraillé. Il y a une panne. À une panne. Alors, il faut le remettre sur les rails et s'assurer qu'il marche. Et ensuite, le remettre à un bon conducteur expérimenté. Pour moi, c'est le rôle d'une transition, ça. Une transition ne peut pas tout faire. Et comme on l'a dit, lorsque vous êtes en transition, vous vous occupez de l'essentiel. L'essentiel ici, en fait, c'est quoi? C'est tout faire pour que la République malienne tienne debout, que l'État malien tienne debout. C'est très vrai que sur des questions essentielles comme l'école, personne au monde ne peut comprendre qu'on fait même une école pour 2 jours, aujourd'hui dans l'humanité. Parce que ça, c'est une urgence de première nécessité. Que les hôpitaux soient réouverts le plus tôt que possible. La transition n'a pas pour rôle d'en construire de nouveaux. Mais que ceux qui étaient là et existent, et qui, par des actes de corruption et de népotisme, ont fermé ou ne fonctionnent pas du tout, que la transition s'arrange pour que ces hôpitaux-là fonctionnent. En nommant effectivement ceux qui sont chargés ou ceux qui ont la qualification d'être nommés effectivement pour être impartiaux et faire un bon travail. En équipant les hôpitaux d'un plateau technique minimum, ne serait-ce que pour des soins de première nécessité qui doivent être de qualité. Que 3 repas par jour pour n'importe quel Malien deviennent une réalité. Donc, la relance de l'économie au minima, parce que nous sommes en transition, il ne faut pas oublier ça, la relance de l'économie au minima, tout cela doit rester une réalité. Et je crois que ce n'est pas en nommant des militaires à tous les postes que ce sera fait. Mais plutôt, je dis en fait, lorsqu'un pays est en transition, il fait beaucoup plus appel au cadre technique. Lorsqu'un pays est en transition, ça devient beaucoup plus la préoccupation des techniciens, pas même des politiciens, à plus forte raison des militaires. Un pays en transition, comme je l'ai dit, il s'agit de la somme de plusieurs pannes qu'il faut régler et remettre l'engin en marche. Si vous avez une panne mécanique et vous allez appeler, je ne sais pas, un menuisier ou un maçon, vous savez bien qu'il ne peut pas régler cette panne-là. Alors, à mon avis, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut faire en sorte de ne pas avoir d'appétit. Je disais dans mes interventions antérieures, à l'occasion du coup d'État du 18 août 2000, que les militaires ont intérêt à tout faire pour que ce qu'ils reprochent aujourd'hui au président Ibeka pour le déposer, qu'on ne leur reproche pas cela. Et je crois que c'est dans cette dynamique qu'ils doivent résolument s'inscrire pour faire en sorte que la transition et que leur passage à la tête de l'État malien, où aujourd'hui dans le monde plus personne ne fait de coup d'État, c'est dépassé. Donc pour que leur passage à la tête de l'État soit plutôt à leur actif et qu'ils soient considérés comme des héros. À mon avis, c'est dans ce sens qu'ils doivent aller. Alors, oui, mais moi j'ajoute quelque chose, si vous permettez. Allez-y. Comme il a dit, moi en tout cas, je souhaiterais aussi que ce soit la dernière fois qu'il n'y ait plus de coup d'État au Mali. Très sincèrement. Parce que le problème, c'est quoi? Le coup d'État est condamnable. Le 18 août, nous, on pouvait même... Bon, moi, personnellement, je ne considère pas que c'était un coup d'État, mais c'était quand même de venir... puisque là, s'il n'y avait pas le 18 août,
le vendredi qui allait suivre, on allait sortir, parce que c'est chaque vendredi qu'on allait sortir. Tout à fait. Moi, j'ai apprécié le 18 août. Je ne savais pas, je me réveille comme ça, vers 9h, avant de sortir, on m'envoie un message que les militaires sont en train de descendre de Kati. Je dis, là, d'accord. Ça, on attendait. Parce que quand on est sorti, c'était pour quand même qu'ils viennent achever le travail. Or, le vendredi qui allait suivre le 18, c'était le vendredi où le régime, avec la famille présidentielle, son fils d'ailleurs qui a été à la base de tous les problèmes, ils étaient prêts à liquider les gens. Il allait avoir les bains de sang le vendredi qui suit. Bon, quand il y a eu ça, j'ai dit quand même, on a évité parce qu'on allait sortir. On n'allait pas s'empêcher de sortir et on allait tuer les gens. Bon, le 10 juillet, nous on a pris la télévision nationale. J'ai été blessé par les forces qui sont venues nous déloger. J'aurais pu perdre ma vie. Il y a eu quand même ce jour-là 3 morts sur place. En tout, les lendemains 10 morts. En 3 jours, il y a eu 23 morts. Il y a quand même 23 morts quand même dans cette... que les gens ne disent pas. Et ils ont tendance à oublier. Ils ont quand même sorti parce que ce n'étaient pas des délinquants ou des trucs. Il y avait même un doctorant qui est mort parmi les 23 là. Donc, il est sorti pourquoi? Comme moi ou comme tous les autres, parce qu'on en avait assez. Si on sortait contre Ibeka, c'était quoi? C'est quand même 1300 milliards de francs CFA détournés dans le budget de l'armement. Seulement que dans le secteur militaire. Sans compter les autres, c'est quand même tout ce qui n'est pas quand même moral dans la vie d'un État où sa famille, ses enfants sont impliqués dans pas mal de choses. Bon, maintenant, même là, le 18, pourquoi tous ceci-là ont échappé aussi? Il y a tous les doutes qui est là. Nous, la transition ne fait pas tout, on est d'accord. Nous avons fait une première. Nous avons fait 3 transitions maintenant. La transition de 91, je me rappelle, comme vous l'avez dit, il n'y avait que des techniciens. Zoumana Sako qui a dirigé, qui a été le Premier ministre, qui a dirigé, que je lui rends hommage aujourd'hui, de tous ces efforts, ils ont mis la Constitution, ils l'ont fait tout en 14 mois. Ils étaient partis sur 9 mois, effectivement, parce que pourquoi on ne laisse pas durer, je comprends, parce que plus ça dure, plus les gens ils prennent l'appétit, plus ils mangent beaucoup, donc ça, on en a assez. L'exemple de 91, il n'y avait que des techniciens. Et ils ont fait le travail, ils nous ont doté d'une constitution, les élections en un temps record, présidentielle, législative, municipale, référendum, 4 élections en 3 mois. C'était une... Et depuis lors, depuis en son temps jusqu'ici, on n'a pas pu organiser une bonne élection, parce qu'à chaque fois quand on fait les présidentielles, il faut attendre 6 mois ou bien 3 mois encore pour faire les législatives. Donc tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, franchement. Ils n'ont pas du tout travaillé. Bon, maintenant, la transition, on lui demande quoi? Moi, j'étais d'accord qu'on fasse une transition où il n'y a même pas des hommes politiques, uniquement des techniciens, les Maliens de bonne volonté. Et nous, les partis politiques, on va commencer les élections. Mais maintenant, quand on voit déjà, on est en train de tripatouiller la transition, puisqu'on va parler des lois que le CNT va faire, mais dans ces conditions, qu'est-ce que le CNT va faire que nous, on va reconnaître comme loi? Parce que ça va défavoriser, ça va empêcher les vrais patriotes de venir au pouvoir, toujours favoriser quelqu'un comme ils ont fait en 2013. C'est là l'inquiétude. Parce que quand quelque chose vous arrive une fois, si vous voyez venir encore, vous pensez toujours que ça va se passer comme ça. Moi, en tout cas, mon problème, c'est crise de confiance à l'ensemble de la transition. Le gouvernement n'en parle pas. Quand ils ont vu le gouvernement, on était en train d'observer. Parce qu'ils pensent que le fait de les laisser et les observer était de dire que là, on est d'accord avec eux. Non. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est quoi? Si la transition réussit à mettre le Mali sur les rails, même si je ne suis pas dedans, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pareil pour mes autres confrères politiques. Ils sont toujours dans les calculs. Qu'est-ce que je gagne? Il y a des gens déjà qui ont renoncé parce qu'on a dit tous ceux qui vont dans la transition comme ministre et tout ne sont pas présidentiables. Pour moi, là, déjà, j'attends les présidentielles pour commencer le travail. Bon, maintenant, ils ont sacrifié ça pour la transition. Maintenant, si vous sacrifiez ça et que vous ne nous donnez pas des résultats, nous n'allons pas quand même accepter encore reprendre les mêmes choses. Une fois encore, j'ai dit que ce soit la dernière fois qu'on règle une fois pour tout. La CEDEAO aussi, j'ai dit un mot sur la CEDEAO. À chaque fois qu'ils interviennent dans le problème du Mali, ce n'est pas dans le bon sens. Ils nous imposent des choses finalement qui dénaturent. Il fallait laisser les Maliens faire des assises, les dialogues nationaux. C'est ce que nous on avait réclamé, les dialogues nationaux inclusifs. Mais ils ont fait
leurs assises en 3 jours, ils ont validé des documents, ils ont leur feuille de route. Ils n'ont pas fait avec les peuples, mais de toutes les façons, ils peuvent s'assumer après. Alors, aujourd'hui, il y a aussi d'autres mouvements, notamment la CMA, les mouvements armés du Nord, qui ont aussi décidé de se retirer de ce CNT-là et donc d'observer, estimant que la part à eux accordée à ces mouvements-là est une portion congrue. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas de plus en plus de, on va dire, de velléité qui, donc, montre que ça ne va pas bien dans le bon sens? Non, en fait, pour moi, la question des mouvements armés, parce que le mot armé me pose un problème. Oui. Si M. Ousmane Ndiaye appartenait à un mouvement armé, je ne discuterai pas avec lui. Ça, c'est bien sûr. Pour moi, les armes doivent être détenues par des militaires et des soldats loyalistes. Alors, à partir de ce moment, ça pose un problème. Les prendre au sérieux, c'est déjà une faiblesse. En revanche, on peut discuter avec eux pour écouter leurs revendications. Mais ils n'ont pas d'exigence à formuler. Ils peuvent dire leurs revendications, leurs problèmes. On peut les inviter pour les écouter, pas pour qu'ils viennent siéger. Parce qu'un conseil national de transition, pour moi, est un organe très sérieux. Et le caractère sérieux de cet organe fait que tous ceux qui sont des patriotes, qui, en dépit de tout, placent le Mali au-dessus de tout, ce sont ceux-là qui ont leur place. Or, lorsque vous placez votre État au-dessus de tout, vous n'allez pas prendre des armes pour défendre quelle cause. La cause que vous voulez défendre, si cette cause-là est l'État, on discute plutôt. Et c'est dans cette logique que eux autres, ils sont résolument engagés. Et s'ils sont engagés dans cette logique, c'est qu'ils sont à prendre en compte dans le processus qui est en cours. Mais ce qui est important que je voudrais dire, parce que des développements de Ousmane Ndiaye, la question qu'on se pose, c'est que à quand la fin de tout ceci? Exact. Il ne peut pas avoir un éternel recommencement de choses déjà entamées quelque part. Si l'entame amorcée en 1991 était déjà bien, pourquoi il y a eu d'autres problèmes? Et pourquoi il y a eu d'autres coups d'État? Et pourquoi il y a eu encore 2 autres transitions? Cela signifie que, quelque part, ce sont les hommes qui donnent aux institutions tout leur caractère. Des hommes sérieux, forcément, engendrent des institutions sérieuses. Et au fond, un pays n'a de valeur qu'à l'aune de ses hommes. Un pays n'a de valeur qu'à l'aune de ses ressources humaines. Et je dis, en Afrique, ce qui nous manque en fait, c'est être réellement patriote. Et nous ne le sommes réellement pas. Je vous parle de l'Afrique, je ne vous parle pas d'un pays. Parce que celui qui est patriote ne vole pas son État. Celui qui est patriote ne prend pas des armes pour faire des revendications vis-à-vis des autorités démocratiquement élues et qui ont donc de légitimité. Alors, je crois que de plus en plus, il est important de faire de l'éducation à la citoyenneté. Il est important de faire du patriotisme le maître mot du processus de développement de nos pays en Afrique. Alors, moi, je pense que je voulais ajouter quelque chose. Quand tu dis le CNT, quand même, doit être quelque chose de sérieux. Ça, c'est vrai. Commençons d'abord par la formation du gouvernement. Le président qui a été choisi, ce sont les militaires qui l'ont choisi. Personne n'a participé. Moi, je ne conteste pas trop la personnalité du président de transition. Bandao. Bon, quand il a été choisi, je dis, bon, d'accord. On peut quand même essayer de voir. Mais après la désignation, maintenant, on vient au gouvernement. Le Premier ministre qui a été désigné, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, c'est plus sérieux là. Que reprochez-vous à Mokhtar Wane? Ah non, mais Mokhtar Wane appartient au système. Je pouvais quand même imaginer tout, sauf moi, je n'ai rien contre sa personne, parce qu'il a appartenu à un système que nous combattons toujours. Il a été quand même ministre des Affaires étrangères sous ATT, et tout, avec tout ce qu'ils ont. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais quand j'ai vu la désignation du Premier ministre, là encore, ça m'a confirmé que franchement, ce n'est plus la peine, ce n'est pas sérieux. Ensuite, on vient dans la composition du gouvernement. Donc vous vouliez un homme neuf?
Oui, bon, un homme, bon, il n'y a pas d'homme neuf, mais quand même un homme qui n'a pas assez de casseroles à traîner, comme on l'a dit. D'accord. Bon, maintenant, quand on a composé le gouvernement, c'est pas question de personnes humaines, mais il y a quand même des choses. Le ministre de la Jeunesse, il appartient à la CEMA. C'est lui qui a dit sur France 24 en 2012 que l'Azawad prend son indépendance. Il est hier indépendantiste et le moment où les vrais patriotes donnent leur vie pour sauver la nation, ce sont eux qu'on désigne pour venir parler. C'est là où ça donne la colère. C'est là où ça donne la colère. Ça, c'est les détails qui sont plus encore à prendre par rapport à tout ce qu'on dit. C'est vrai, globalement, il y a des bonnes volontés au Mali, à l'extérieur, que tout le monde souhaite. Parce que moi, je dis, la stabilité du Mali va dans l'intérêt de la stabilité de la sous-région. Bien sûr. Ça fait un pays quand même qui a 7 frontières, avec les Arabes, avec les Berbères, avec la forêt, le désert et tout. C'est immense comme territoire. Si c'est stable, tout le monde est stable. C'est pourquoi le Burkina, le Niger ont été touchés tout. Depuis 2012, on nous laissait avec ces bandits-là qui tuent et qu'on livre les militaires innocents à envoyer à la mort. Donc si on ne règle pas tout ça, moi, je n'ai pas confiance, parce que je suis toujours quelqu'un qui prend déjà ses dispositions en avance, mais ce qu'on nous a exprimé, ça ne donne pas quand même à faire une transition qui va réussir et qui a quand même beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. La première chose, c'est la stabilité du Mali. La stabilité du Mali. Mais pourquoi depuis toujours personne n'est inquiété? Ceux qui ont détourné, ceux qui doivent être poursuivis, tout. Et puis en même temps, on amène, c'est pourquoi moi je dis, on a voulu faire partir IBK, profiter pour faire partir tous les systèmes. Mais on nous ramène tous les systèmes. Bandao, quand même, c'est l'aide de camp de Moussa Traoré. Et Wan, c'est le ministre des Affaires étrangères, quand même, de Amadou Toumani Touré. Il y a même la fille encore de Alpha Oumar Konaré dans le gouvernement. Donc maintenant, moi je ne me retrouve pas, donc je prends mes distances. Alors, je reste avec vous. Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de retourner dans les rues pour mobiliser Avant de retourner ou quoi que ce soit, et un mot encore, la fille d'Alpha Oumar Konaré, son mari, c'était quand même le dernier ministre des Affaires étrangères du gouvernement qui est tombé. Donc où on va? On veut le changement, on nous ramène le contraire. Donc maintenant, dire qu'est-ce que vous allez retourner dans la rue? Oui, mais quand je disais, il faut qu'on en finisse une fois. Tant qu'on n'en finira pas, les gens vont dans la rue. Mais maintenant, qui va les envoyer dans la rue? Là, la question est là. Et quand? Le M5 peut se réunir et mobiliser encore, selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement n'est pas, on va dire, divisé? Parce qu'il y a des gens qui, le mouvement est divisé. Qui soutiennent le mouvement est divisé. Les militaires, qui estiment que les militaires ont bon droit de vouloir caporaliser. Avant d'arriver aux militaires, les M5 étaient déjà divisés. Comment? Parce que là, quand on a tout réuni autour de Mahmoud Dicko, que j'ai contesté, aujourd'hui, il y a plein de gens quand même qui disent « Ah, vous avez vu ce que nous, on n'a pas vu. » Parce que c'est un imam, d'accord? Il y avait le vide politique au Mali, c'est pourquoi je disais il n'y avait pas d'opposition jusqu'ici. Parce que l'opposition, c'est pas seulement se dire je suis à l'opposition, c'est de mener des actions, c'est de contrer, tout. Mais Mahmoud Dicko est arrivé un moment à le faire. À le faire comment? En tant que président du Haut Conseil islamique, qui a dénoncé le code familial. Je crois que tout a commencé là. C'est là aussi où les religieux ont pris goût. Parce que chaque fois quand on laisse son territoire libre, parce que les hommes politiques au Mali, au fait, n'ont pas assumé les responsabilités telles qu'il faut. Ils n'ont pas joué donc les rôles d'hommes politiques. Donc Mahmoud Dicko avait à la fois, parce que nous sommes quand même un pays à 95% musulmans, quand on dit qu'il y a l'imam devant nous, on dit on s'en remet à Dieu, donc il dit la vérité. Et c'est là maintenant dans la transition que Mahmoud Dicko a été découvert. Quand par exemple, après les sorties du 10, Mahmoud Dicko a dit maintenant on va faire un mémorandum pour le président IBK. Parce qu'il n'a jamais voulu le départ de IBK. C'est ce que les gens oublient. Parce que c'était son fonds de commerce aussi. Il dit on va faire en sorte que IBK reste, mais on va faire un gouvernement d'union nationale. Ce qu'il a souhaité hier, c'est ce que lui, il a obtenu aujourd'hui, parce que le gouvernement d'union nationale, c'est sous son contrôle, il désigne des gens, et comme ça, donc après, maintenant, ça passe. C'est ce que nous avons déjà. Et IBK est parti. Maintenant,
Si Ibeka est parti, aujourd'hui il y a la transition. Bon, les acteurs, c'est pas parce que nous étions en première ligne que ça nous revient de décider tout. Non, on voulait faire partie de la décision parce qu'il s'agit maintenant des questions politiques. Les questions politiques reviennent aux hommes politiques. Bon, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons maintenant, après on verra ça. Mais maintenant, si nous avons fait des efforts aussi pour éviter certaines choses, d'être impliqués dans les corruptions, moi, Dieu merci, jusqu'ici, il n'y a pas une seule affaire que je suis impliqué en 11 ans. En 11 ans au Mali, personne ne peut dire que Ousmane a tenu des propos irresponsables. Si quelque chose ne me va pas, j'ai toujours consulté aussi. Parce que quand on est devant les gens, il ne faut pas quand même s'engager à s'aventurer certaines choses. La seule chose aussi que je reconnais au sein de la Convention, c'est qu'à chaque fois, on se concerte et on a quand même fait moins de bavures dans la vie politique, ou peut-être même pas. Mais maintenant, il nous appartient quand même, les leaders qui sont là-bas, parce que quand les gens disent Choguel, tout, c'est pas ça. C'est ça l'erreur. Dire que Choguel, Muntaga, c'est ça les M5. Non, les M5, c'était des avocats, c'était même des militaires. Il y avait même des militaires qui sortaient pour manifester en civil. Donc c'est tout ça parce qu'ils ont dit, ils voient la réalité sur le terrain dans le nord. On voit ces tueries, chaque fois 80 morts, les villages saccagés. Ça ne choque personne. Mais maintenant, qui est responsable de tout ça? C'est pourquoi, encore une fois de plus, cette transition, il faut la rectifier. Ça ne peut pas aller. Franchement, ça ne peut pas aller avec ça. Alors, effectivement, est-ce que le problème malien n'est pas aussi, on va dire, principalement un problème sécuritaire et donc un problème militaire? Militaire, non. Sécuritaire, oui. Le Mali, c'est un pays vaste. 1 240 000 km², c'est un pays bien vaste. Un des plus grands pays du Sahel. Et puis le Mali, aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'habitants. 30. Pardon? 30. Bon, plus de oui, c'est bon déjà. Plus de 30 millions d'habitants, vous voyez. Alors, il faut tenir compte de tout cela et comprendre que de plus en plus, le défi sécuritaire s'affirme. Écoutez, le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Et quand nous voyageons souvent, on est à Bamako et on croit que c'est le Mali. Alors qu'en dehors de Bamako, regardez, c'est un pays bien vaste. Donc, il faut tenir compte des défis sécuritaires. Et puis, si vous connaissez bien le Mali, il a dit c'est 95% de musulmans, mais quand vous voyez les Maliens vivre au quotidien, il n'y a jamais eu de problème de religion au Mali. On ne s'intéresse pas à votre religion. On ne s'intéresse pas aussi à votre groupe ethnique. Et on ne s'intéresse pas aussi au Mali à votre nationalité. Que vous veniez d'ailleurs ou non et que vous respectiez les valeurs de la société malienne, ben, vous êtes pris au sérieux là-dessus. Alors, donc, ce qui bloque réellement, il avait commencé par le dire, il y a la faillite des hommes politiques. Au fond, chacun vient chercher sa part, sans qu'on ne se préoccupe réellement du Mali. Si vous vous souvenez, le slogan du président Ibeka, c'est quoi? Le Mali d'abord. Mais dans les faits, est-ce que c'est réellement ça? Je ne crois pas. Si c'était réellement ça, il ne serait pas déposé. Puisqu'il a été déposé, le peuple a été d'accord. D'ailleurs, c'est le peuple qui a entamé, et comme l'a dit Ousmane Ndiaye, l'armée est venue t'achever. Alors, donc, voilà autant de défis pour le Mali. Et ce qui est surtout gênant, voyez un peu vers les années 68-70, est-ce que vous pouvez imaginer que le PIB du Mali tutoie le PIB de la Chine à l'époque? Et que dans la sous-région, le pays qui était parti pour sortir la tête de l'eau, c'était le Mali? Et que jusqu'à aujourd'hui, le Mali est encore à la traîne sur un certain nombre de questions, quand bien même le Mali a des relations quasiment privilégiées avec la France et bien d'autres puissances internationales, archi présents au sein des organisations sous-régionales et internationales dont l'Afrique est partie. Alors, ça veut dire que les acteurs politiques n'ont pas suffisamment joué leur rôle. La société civile fait ce qu'elle peut, mais il faut qu'elle mette plus de pression et soit plus exigeante et plus regardante. Et beaucoup plus les cadres maliens, où on en a beaucoup plus dans la diaspora qu'à l'intérieur du Mali, qui ne devraient pas, au fond, attendre des opportunités pour venir occuper des postes, mais qui plutôt devraient faire tout le temps ce qui est nécessaire pour que le Mali, en dépit de tout, triomphe. Parce que c'est beau, c'est bien d'être un cadre,
de son pays, d'être de la diaspora, d'envoyer souvent de l'argent à sa famille, mais c'est aussi bien de se constituer en des groupes sérieux et de tirer sur la sonnette d'alarme, pas pour crier, pour faire un coup de gueule, mais pour faire des propositions sérieuses pour que le pays soit redressé. Et après l'armée. L'armée qui, au fond, n'avait pas simplement à attendre des instructions de chefs d'État élus, mais qui devrait aussi prendre des initiatives, pas pour faire des coups d'État, mais pour tirer sur la sonnette d'alarme et pour jouer son rôle tel que nous le connaissons de défense de l'intégrité territoriale, même s'il y a eu très peu de moyens. C'est vrai que sans moyens, on ne peut pas travailler. C'est vrai que déjà celui qui est engagé dans l'armée, qui est un soldat, paye déjà le prix nécessaire pour le développement de sa patrie. Parce que c'est un travail purement patriotique. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Alors, je vais ajouter quelque chose par rapport au volet militaire. Effectivement, il y a quand même des militaires maliens intègres, des officiers intègres, des soldats sur le terrain qui font avec les moyens maigres. La plupart déjà, ça c'est une autre information puisque je l'ai dit publiquement. Beaucoup ont été ciblés pour être liquidés. Tous ceux qui voulaient que l'armée marche, c'est pourquoi ces complots dans l'armée, les détournements. Est-ce que vous savez, il y a des militaires qui sont morts jusqu'ici. On continue de verser leur salaire dans un compte. La dernière fois, juste avant la chute de IBK, il y a 40 milliards de francs CFA qui étaient disparus dans le ministère de la Défense à travers les gens qui sont morts, mais qu'on continue de ne pas déclarer leur mort et tout. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'ici où sont les trucs. On dit, ouais, ils sont au front, on les retrouve, mais ils sont morts. Donc il y a tous ces problèmes, comme il a dit, ce n'est pas un problème militaire, mais c'est un problème sécuritaire. Et ce problème sécuritaire aussi, c'est quoi? Quand, en 2013, le gouvernement a voulu la coopération militaire, l'accord militaire avec la France. Mais maintenant, c'est très beau de dire qu'on a l'accord avec une puissance étrangère. Mais il y a eu autant de tués quand la France était là. C'est pourquoi nous doutons, c'est quand même la diplomatie aussi, mais on ne dit jamais le rôle de la France dans tout ce qui se passe au Mali. Si la France était venue réellement pour finir avec ce problème, on allait finir. Quand ils ont aidé à libérer le Nord, comme on le dit comme ça, déjà de ces bandits et Azawad et tout. Mais jusqu'ici, ils ont refusé les Maliens, l'armée malienne, à accéder dans la ville de Kidal et dans toute sa région. Mais c'est comme si en France, on dit par exemple, on soutient le mouvement corse qui est indépendantiste. Le fait de ne pas laisser les Maliens et leur armée entrer dans Kidal, c'est tout le problème ici. Donc le problème a été déplacé du nord pour amener au centre. Au centre, c'est quoi? Ce sont les Peuls et les Dogons qui sont là depuis des années, depuis des siècles. Et qui cohabitaient. Qui sont même de la même famille. Un Dogon ne peut pas faire du mal à un Peul ne peut pas faire du mal à un Dogon. Mais puisque c'est des gens, ils nous connaissent plus que nous-mêmes, c'est eux qui ont créé ces problèmes-là. Donc maintenant, quand on est au centre, on a la zone tampon entre le sud et le nord. Donc on oublie le nord, on se focalise sur ça. Tout ça, c'est des problèmes qui nous piègent, mais il faut toujours des hommes intègres en politique pour pouvoir déjouer tout ça. C'est ce qui fait défaut au Mali. Comme l'avait dit Blaise Compaoré en 2012, le problème politique du Mali, c'est le défaut des leaders. Alors, quelle est votre lecture, on va dire, est-ce qu'il y a une relative accalmie par rapport aux attaques terroristes au Mali? J'ai pas assez... Bon, je ne sais pas comment expliquer, puisque autrefois quand même, c'était des complots ciblés. Je vous dis, beaucoup d'officiers, sous-officiers maliens ont été tués au nord par complot parce qu'ils ont compris que ce n'était pas quelque chose de sérieux. On ne va pas quand même dire, comme on vient de le dire, on est 95% de musulmans. Nous avons l'islam chez nous depuis le 12e, 13e siècle. OK? Nous n'avons jamais vu quand même, si on devait aller attaquer un pays pour imposer l'islam, je ne pense pas que ce soit le Mali. Là aussi, c'est quand même quelque chose d'international qu'on a créé, le djihadisme, qui ne veut rien dire. Le djihad en islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sacrifié pour Dieu. C'est sacrifié pour Dieu, et Dieu n'a jamais dit, en tout cas en islam, que contraigner quelqu'un à s'investir à l'islam. Mais on dit appeler les gens à la religion. Appelez-les. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant mieux. Bon, maintenant, couper la main, faire tout ça, drogue et tout dans le nord, c'est ça le vrai complot, et contre le Mali, et contre toute la sous-région. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est rare qu'on attende qu'il y ait des attaques,
Ça veut dire déjà, il y a d'autres informations, ce n'est pas des secrets, qui font que l'autorité livrait les soldats quand même à la mort, parce qu'ils travaillent avec la France. Mais personne ne dit ça. Là, ça, c'est un autre débat, puisque si on va le commencer, on va faire toute la journée. C'est pas ça, de rentrer dans les détails. Mais nous souhaitons quand même, personne ne souhaite quand même que ces militaires de 20 ans, 25 ans, de jeunes, de rien du tout, qui vont aller se faire chaque fois tuer sur le théâtre de trucs. Bon, c'est un faux problème, hein. Le problème du Nord, c'est un faux problème. C'est un vrai faux problème. Donc il faut régler une fois pour toutes. Mais la solution, c'est au Mali. Alors, la CMA a accusé de crimes contre l'humanité dans un rapport de l'ONU. Le mouvement a déclaré que personne ne sera couvert s'il a commis des crimes et que tous ceux qui ont commis des crimes seront donc livrés. Est-ce que vous croyez déjà à cette sortie-là? Vous pensez que... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce qu'en fait, pourquoi la CMA existe encore? C'est ça le problème. Je vous ai dit mon point de vue. Lorsqu'on est patriote, on ne peut pas prendre des armes dans son pays pour défendre une cause. La défense d'une cause, en fait, passe par le dialogue, passe par des discussions et la compréhension. Et en fait, il faut être prêt à céder quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc je crois que la plupart de ces mouvements terroristes, je dis terroristes, non seulement au Mali, parce qu'au Mali, il y en a tellement, hein, mais dans tout le Sahel, il y en a un peu partout. Et beaucoup de ces mouvements, selon les saisons, connaissent des mutations, prennent encore de nouveaux noms parce qu'il y a fusion avec tel ou tel autre mouvement qui existe, changent de peau, renaissent de leurs cendres, reviennent avec une coalition de leaders entre eux. S'ils étaient patriotes, tout cela devrait disparaître. Si vous avez des opinions politiques, vous militez à l'intérieur d'organisations politiques. Si vous avez des opinions de société civile, vous militez à l'intérieur des organisations de société civile. Si vous voulez faire l'armée pour défendre votre pays, ou alors vous voulez appartenir à l'intelligentsia, vous le faites conformément à vos compétences. Mais vous ne pouvez pas prendre des armes et combattre des forces loyalistes et dire que c'est parce que vous aimez votre pays. Personne ne vous prendrait au sérieux. Alors, ces mouvements ont intérêt à observer leur propre dissolution d'eux-mêmes, puisque maintenant, il y a l'opportunité de rebâtir le Mali, de revoir les fondations du Mali. Pour moi, en fait, c'est une opportunité pour ces mouvements-là de tout reprendre à zéro et de devenir des organisations sérieuses pour que chacun aille là où il peut aller servir conformément à ses compétences. Ousmane Ndiaye, j'ajoute et votre mot de fin. Ok, d'accord, juste c'est que là, tout mouvement armé doit être systématiquement dissous et poursuivis. Parce qu'on ne peut pas prendre les armes contre son pays, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la divergence. Et surtout pour ces cas-là, c'est des manipulations, encore une fois, étrangères. C'est votre mot de fin. Bon, le mot de fin, je vous remercie pour l'invitation. Ça a été quand même l'occasion de discuter sur le problème du Mali. C'est vrai que tout le monde connaît les problèmes, mais le cas du Mali, c'est inexpliqué. On ne peut pas avoir, comme il a dit, tant de cadres, tant de patriotes, en même temps que les gens n'y arrivent pas à mettre la fin. Parce que pour moi, la politique, c'est juste mettre la souffrance des gens qui souffrent dans les pays. Pas pour nous-mêmes, nous, bon Dieu merci, bon, on peut pas dire qu'on est cadre, on a ça, mais c'est toujours servir celui qui est dans les besoins. Donc une fois encore, je pense qu'on va se retrouver pour d'autres émissions, donner plus d'informations. Le Mali a besoin d'être aidé, mais les Maliens doivent être d'abord en première ligne pour défendre leur patrie. Voilà, vous êtes Ousmane Ndiaye, secrétaire général de la Convention pour la Renaissance Faso Nietaga. Face à vous aujourd'hui, un métier phare, sociologue expert en stratégie de développement. Il était question du Mali, donc de long en large au cours de ce plateau débat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.